Invités, bienvenue dans cet amphithéâtre de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Le prétexte de notre rencontre ce jour est la journée mondiale de l'architecture qui existe depuis 1985. Elle est traditionnellement célébrée chaque premier lundi du mois d'octobre comme aujourd'hui. Et pour ce jour, les architectes de Côte d'Ivoire ont décidé de vous proposer une conférence. Mais avant d'arriver à cette conférence, j'ai ainsi l'honneur de vous présenter le vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire pour son mot de bienvenue. C'est un plaisir pour moi de me tenir devant vous pour dire que nous célébrons aujourd'hui, pour la première fois en Côte d'Ivoire, la Journée mondiale de l'architecture. Le thème retenu pour la présente édition s'intitule « Un environnement propre pour un monde sain ». Je voulais féliciter Martine Dakouri-Tablé, grâce à laquelle cette journée est célébrée ici en Côte d'Ivoire. Elle est là. Nous avons proposé le thème « La problématique du développement urbain pour une ville durable » afin d'échanger sur nos villes, sur ce qui se fait, ce qui doit se faire et comment cela doit se faire. Car une ville est une volonté, un projet, lequel toujours fils d'une vision. À ce stade de notre propos, nous allons nous rendre dans la forêt amazonienne. J'ai lu une petite histoire que je vais partager avec vous. Au cœur de la forêt amazonienne vit une liane de la famille des passiflores. Ce sont des plantes grimpantes aux fleurs spectaculaires. La fleur de la passion. Elle est le repas favori d'un papillon nommé Heliconius. Pour survivre, la plante a inventé en quelques générations seulement de multiples stratégies. Elle prépare des poisons, change plusieurs fois la forme de son feuillage et va même jusqu'à imiter les œufs de l'ennemi pour lui faire croire qu'elle est déjà habitée par ses cousins. C'est le génie de la nature qui doit nous inspirer à mieux faire nos villes. La vie du troisième millénaire fait face à de nouvelles dynamiques, des risques, des aléas de plus en plus nombreux, croissance démographique, changement climatique, transition énergétique, crise socio-économique, gestion des déchets et pollution. Pour survivre, elle n'a d'autre choix qu'inventer que de s'inventer. La ville, comme la passiflore, vit sur la terre, près de l'eau et sous le ciel. Suivez mon regard. Notre autre chantier, et sans doute celui qui nous oblige le plus, est de faire de l'innovation architecturale un outil au service de la transition écologique. Pour atteindre cet objectif, l'architecture doit s'engager dans deux voies. Elle doit, d'une part, contribuer à la neutralité énergétique du bâti. Les architectes pourront, dans ce domaine, s'appuyer sur leurs connaissances des matériaux et sur leur capacité à intégrer dans leurs projets de construction les technologies les plus modernes. Car les architectes, de par leur formation et leur pratique professionnelle, sont les mieux placés au sein des métiers de la construction pour mener à bien cette transition vers un bâti plus sobre et plus respectueux des grands enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Je vous souhaite une très bonne journée mondiale de l'architecture. Pour que vive l'architecture, je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers confrères, chères consoeurs, amis étudiants, chers invités, c'est un honneur de modérer cette conférence qui réunit quelques-uns des plus éminents professionnels du cadre bâti en Côte d'Ivoire.
Le thème de la conférence est « Problématique du développement urbain pour une ville durable, cas pratique d'Abidjan ». Abidjan, métropole de 4 395 343 habitants, selon le recensement général des populations et de l'habitat de 2014 de l'Institut national de statistique, a connu une poussée démographique continue ces dernières décennies de crise, avec pour corollaire l'extension physique de ses limites géographiques. Aujourd'hui, le Grand Abidjan s'étend aux localités périphériques de Songon, Anyama, Brofodoumé, Bingerville et Bonois sur une superficie de 2119 km². Cet étalement se fait au prix de la destruction des espaces ruraux et de la transformation des modes de vie. Elle pose des défis en termes de mobilité, d'accès à un logement décent et abordable. L'expansion urbaine accroît la pression sur l'utilisation des ressources foncières et naturelles. Grands consommateurs d'énergie, les centres urbains sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre, selon les chiffres de la Banque mondiale. Elles s'exposent par la même occasion aux risques environnementaux. L'on a en mémoire les récentes inondations qui ont endeuillé les populations et causé de nombreux dégâts matériels à Abidjan. La ville se construit à partir de son patrimoine. La ville historique de Grand Bassam, patrimoine de la ville d'Abidjan, héritée de la période coloniale, constitue un puissant moyen d'inclusion sociale et de développement économique encore sous-exploité. L'avènement de la ville durable, inclusive, résiliente, économiquement viable et vertueuse prend la forme d'un cheminement lent et long, tant l'ampleur des défis est importante. Nous allons débuter cette conférence par une présentation liminaire du docteur Ataï Kofi, qui va procéder à une projection. Avec l'appui de la coopération japonaise, la JICA, la Côte d'Ivoire a pu avoir un schéma directeur. C'est le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, le STUGA, qui a été adopté en 2015. Donc en fait, ça va de 2015 à 2030. La vision du district, c'est Abidjan, ville verte, attractive, compétitive et durable. Voilà ce que nous avons comme vision. Quand on faisait le schéma directeur du Grand Abidjan, on a réfléchi sur un certain nombre de choses. Et on a fait ce qu'on appelle l'agenda de développement durable du Grand Abidjan, qui va être décliné en 4 axes stratégiques. Parce qu'il faut le dire, le schéma directeur du Grand Abidjan s'inscrit dans une approche de développement urbain durable. Nous avons travaillé avec un certain nombre de ministères, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère des Infrastructures économiques de l'époque, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, en fait la plupart des ministères, le ministère du Transport, qui avait quelque chose à voir avec cette zone-là. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'agenda de développement durable du Grand Abidjan? Quels sont les 4 axes pour qu'on atteigne le développement durable? D'abord, le premier point, premier axe, c'est promouvoir des initiatives de villes compactes par l'établissement d'un périmètre d'urbanisation et la création d'emplois près des zones d'habitation. C'est toute cette question de mixité fonctionnelle, afin de réduire les déplacements et endiguer l'étalement urbain. Cette approche-là en urbanisme, c'est ce qu'on appelle le smart growth, ou approche de croissance intelligente. Donc on s'est appuyé sur, je ne dirais pas une théorie, sur cette approche d'urbanisme. Deuxième point, c'est promouvoir un aménagement axé sur les transports publics de masse, le TOD, Transit Oriented Development, et privilégier le transport collectif et vert au détriment de l'utilisation des véhicules privés. Cette approche de TOD préconise le développement de nouvelles polarités urbaines autour des principales stations de lignes du métro nord-sud et de lignes du BRT est-ouest. Préserver et valoriser les ressources naturelles et culturelles. Ensuite, promouvoir un cadre de vie assaini, agréable, par la répartition équitable des équipements
publics, y compris les espaces publics et ouverts, ainsi que la fourniture d'une gamme de logements accessibles à toutes les couches. Ça, c'est une autre approche de l'urbanisme qu'on appelle le nouvel urbanisme. Parce que pendant longtemps, surtout en Amérique du Nord, avec le développement de l'automobile, on a fait de l'habitat pavillonnaire, on s'est rendu compte que tout ce qu'on a construit, c'était très bien, mais il n'y avait pas de grande signature architecturale et urbanistique. Donc, c'était des espaces qui étaient sans caractère. Donc, on a essayé de remettre tout ça en question pour arriver à cette approche du nouvel urbanisme. Et à partir de ces 4 axes stratégiques, au niveau spatial, on a mis en place ce que nous appelons la stratégie de développement spatial pour le Grand Abidjan, en se basant sur les principes de développement durable. Le premier dessin qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle une zone urbaine existante et une zone d'extension future, réduite, délimitée par une ligne de démarcation, au-delà de laquelle aucun lotissement n'est autorisé. En fait, on s'est donné une ceinture, je ne sais pas comment vous appelez ça, une camisole de force, parce qu'il faut discipliner l'occupation de l'espace. Donc, on s'est dit, dans ce cas-là, on met une ceinture. Et on ne peut pas faire de lotissement au-delà de cette ceinture-là pour réduire l'étalement urbain. Ensuite, après, on a une zone verte de ressources, zone protégée et zone valorisée, autour de laquelle, autour de la ville existante. C'est cette zone-là que nous avons appelée la ceinture verte. C'est des zones qu'on a trouvées et puis on l'a laissé comme ça en friche. On a sauté pour aller faire une ville nouvelle après. Bon. Ensuite, nous avons les territoires des 5 villes satellites du Grand Abidjan, évoluant en villes compactes, autonomes et pourvoyeuses d'emplois. Voilà. Ce que je viens de dire là, voilà l'illustration. Ce qui est rouge, c'est la zone de démarcation, la ligne de démarcation qui est là. Donc, ce qui est rose, façon qui est là, ça c'est la ville qui existe actuellement. Et vous allez voir, ce qui est là, c'est le périmètre. Donc, nous avons le périmètre d'urbanisation. Donc, vous voyez qu'il y a une bonne partie qui est déjà urbanisée et on a laissé peu d'espace afin de nous discipliner, afin qu'on puisse mettre en valeur ce qui existe. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de villes urbaines, de vides urbains, beaucoup d'espaces qui sont sous-utilisés et qu'il va falloir densifier. C'était là le truc important. Aujourd'hui, quels sont les défis majeurs du développement et les projets en cours? Parce qu'une chose est de faire le plan. Le plan nous donne des directives, mais il va falloir mettre en œuvre ce plan-là avec des projets bien précis. Et le premier, en matière d'urbanisme, le premier document, quand on a fait le SDO, le STUGA, qu'on appelle ici le STUGA, l'autre document qui va nous permettre de mettre en œuvre ce plan-là, c'est ce que nous appelons ici le plan d'urbanisme des détails. Ailleurs, ça peut être les plans locaux d'urbanisme en Europe, en France et tout ça, mais ici, nous appelons ça le plan d'urbanisme des détails. Donc, l'élaboration des plans d'urbanisme des détails, afin de limiter le désordre urbain et mieux encadrer le renouvellement urbain. Le PUD en question étant un projet d'aménagement et de développement durable adossé à un règlement particulier d'urbanisme. Et actuellement, nous sommes en train de faire les plans d'urbanisme des détails pour Abidjan. Nous, au district, nous avons eu, avec l'appui de la BAD, nous avons commencé le premier projet, qui est l'unité urbaine numéro 6. Cette unité urbaine numéro 6, c'est l'île de Petit Bassam, qui comprend Trècheville, Marcory et Koumassi. On a pratiquement terminé cette étude-là. Pour les autres unités urbaines, notamment l'unité urbaine numéro, je ne sais pas le numéro, mais le port d'Abidjan constitue une unité urbaine. Et puis l'unité urbaine de Songon et Yopougon, l'unité urbaine d'Abobo et Anyama, et l'unité urbaine Cocody-Benjerville. Après ça, dans le cadre d'un autre projet de la Banque mondiale qui s'appelle le PARU, nous avons aussi sécurisé de l'argent. Quand je dis nous, c'est-à-dire le ministère de la Construction, le district et tout ça, on a négocié ensemble. Nous avons sécurisé les moyens pour pouvoir faire le reste. Parce qu'Abidjan comprend 10 unités urbaines. Donc, d'ici peut-être un an et demi, l'ensemble d'Abidjan aura ses
plan d'urbanisme de détail. Et ça, c'est une première. Et c'est quelque chose de très important parce que ça va nous mettre au travail. Il y a beaucoup de choses que ces plans d'urbanisme de détail-là, pour les architectes, pour les urbanistes, il y a du travail à faire à partir de ces plans d'urbanisme de détail. Donc, après ça, nous avons ce que nous appelons le plan de circulation du 18 autonome d'Abidjan. C'est un projet en cours. Je le mentionne parce que dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet Abidjan Ville Durable, financé par le FEM et qui est actuellement exécuté dans le cadre du PTUA, projet de transport urbain Abidjan, par l'AGEROUTE, nous avons identifié ce projet-là, le plan de circulation, parce que c'est important. Il faut, bien sûr, on a fait le schéma directeur des transports, mais il faut un plan de circulation. Comme vous voyez, tout ce qui se passe en matière de parking, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la circulation. Donc, pour mieux discipliner cette circulation-là, on a lancé le plan de circulation. Le plan de circulation, nous l'avons identifié, c'est-à-dire le ministère et le district. Actuellement, c'est le ministère des Transports qui met en œuvre ce plan de circulation. L'étude a commencé. C'est très important parce que pour bien réussir le plan de détail, il faut au préalable un plan de circulation qui est bien fait, sur lequel on va s'asseoir, on va avancer. Nous avons le développement et la mise en œuvre du plan vert et bleu d'Abidjan en vue de renforcer le maillage des espaces verts et ouverts et mieux intégrer la biodiversité dans les projets pilotes de renouvellement urbain. Ça, c'est un projet qui est en cours. Dans le cadre de l'Abidjan Ville Durable, nous avons négocié et la BAD nous a donné ces fonds-là pour qu'on fasse ce plan vert et bleu d'Abidjan. Parce qu'Abidjan, c'est un plan vert et bleu, ou bien une trame verte et bleue. Ensuite, la préparation face aux mutations et aux crises liées au changement climatique. Là, nous avons eu la chance. Actuellement, le district autonome d'Abidjan est en train de faire son plan d'action climat, le plan d'action climatique, avec l'appui d'une organisation qui s'appelle le C40. Le C40 a mis à notre disposition un consultant qui est là, Mme Ouenou, qui est avec nous, et nous avons beaucoup avancé. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura notre plan climat, notre plan d'action climatique d'Abidjan. C'est très important. On a beaucoup avancé dessus. On travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il y a tout un protocole, toute une approche qui a été développée par le C40. C'est ce que nous suivons pour avoir notre plan d'action climatique. Nous avons un projet important qui est le projet de valorisation et de préservation de la zone verte du Grand Abidjan. Enfin, nous sommes en train de mettre en place une structure de gouvernance métropolitaine capable d'assurer la coordination entre les différents acteurs du territoire du Grand Abidjan. Je vous remercie. Voilà quelques projets que nous faisons. Une ville, ça se bâtit d'abord par des documents de planification. C'est le schéma directeur. Dans le cas d'Abidjan, c'est le STOGA, schéma directeur du Grand Abidjan. Après ça, il faut un plan d'urbanisme de détail ou des plans d'urbanisme de détail pour couvrir l'espace. Et c'est après tout ceci que le lotissement arrive. Le lotissement qui est un outil de planification même pour faire des unités d'habitation. Le lotissement, ce n'est pas l'outil pour bâtir une ville. Le lotissement, c'est pour produire des lots d'habitation. Une fois qu'on a le schéma directeur, on tombe au plan d'urbanisme de détail et puis le lotissement arrive. Parce que si vous voulez commencer à bâtir la ville par un lotissement, vous allez bâtir, parce que le lotissement, comme je le dis toujours, c'est à but lucratif. La personne qui fait son lotissement cherche à produire beaucoup plus de lots que de faire ce que Dr Ataï vient de dire. C'est-à-dire que vous n'aurez pas d'espace vert, vous n'aurez pas d'équipement public, alors que quand on veut construire une ville durable, la ville durable, on ne va pas faire de définition, mais c'est une ville qui offre de meilleures conditions de vie aux populations urbaines sans exclusion en termes de logement, de mobilité urbaine, de services urbains de base, etc., etc., d'espace naturel. Je prends tout avant de revenir à votre question, c'est très important. Dr Ataï l'a dit tout à l'heure, quand vous prenez, puisqu'on parle de ville durable, quand vous prenez de la Palmeraie jusqu'à Benjerville, est-ce que vous voyez un espace vert? Vous ne voyez pas d'espace vert. Souvent, je dis, ce qu'on voit au Carrefour, c'est de l'embellissement. Ce n'est pas des espaces verts, c'est de l'embellissement de Carrefour. Bon, ceci c'est pour dire quoi? Pour revenir à votre question, nous, au ministère de la Construction, voyant cela,
nous sommes en train de faire en sorte que le lotissement ne soit pas la règle pour bâtir la ville d'Abidjan. Au ministère, on a les plans de bain de détail où on insiste là-dessus et on s'oriente beaucoup plus vers les pôles urbains. Parce que le lotissement ne crée pas le lotissement crée des zones, disons des parcelles pour habitation. On ne s'occupe pas de tout ce qui concourt à la durabilité de la ville. Or, on parle de ville durable maintenant. Donc voilà ce qu'on fait. On fait beaucoup de choses. Et le docteur Ataï l'a dit tout à l'heure. Pendant longtemps, le ministère des Infrastructures économiques réfléchissait de son côté. Le ministère de l'Urbanisme réfléchissait de son côté. Environnement réfléchissait de son côté. En fait, c'était des réflexions comme ça. Et depuis un certain temps, le ministère des Infrastructures économiques et nous, et même avec aussi le ministère de l'Environnement, nous travaillons ensemble. Parce qu'on ne peut pas, quand vous tracez une voie, d'abord c'est l'urbanisme qui projette la voie. C'est l'urbanisme qui projette la voie. Maintenant, quand vous décidez de faire la voie en question, il faut se mettre en contact avec ceux qui ont conçu la ville. Pendant longtemps, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier faisait des voies sans même se mettre en rapport avec le ministère de l'Urbanisme. Tout ça, c'est terminé. On fait beaucoup de choses ensemble. Même le métro. Le Premier ministre l'a dit tout récemment. Le métro, il y a le passage... Bon, c'est le passage historique. Hein, la ligne historique, c'est-à-dire d'Anyama à Port-Boué. Alors, très rapidement, il y a eu déjà le passage de la machine là où le train même va passer. Parce que faut faire la différence entre le BRT et puis le métro. Hein, c'est deux choses différentes. Donc, là où le train va passer, la partie machine, le Premier ministre, et là encore, c'est parce qu'on a beaucoup parlé, parce que tout ce qui est en ville ne doit pas se traiter comme si on est en race campagne. Et donc, là, on va élargir un peu, disons, l'emprise, et tout autour du passage machine, le passage machine, on va développer un peu, on va faire de l'urbain, pour ne pas que le train se trouve dans comme si on est en race campagne. Parce qu'on a critiqué beaucoup de choses avec nos amis, enfin, auprès de nos amis routiers, donc ils ont changé maintenant de paradigme. Donc on travaille ensemble, parce que bon, si vous prenez le boulevard de France redressé, vous voyez, le boulevard de France redressé, c'est bien beau. Mais quand vous passez, quel est cet élément urbain qui peut vous attirer? Quel est cet élément urbain qui vous attire? Je prends un autre exemple. Souvent, j'ai dit, quand on a fait le troisième pont, je ne parle pas de la partie échangeur, je parle du tablier. Vous voyez, on a une zone urbaine, et tel que le pont est fait, on dirait que nous sommes en race campagne. Si on enlève la tête de l'échangeur, on enlève là où se trouve le péage, et qu'on prend le tablier, on met sur une carte postale. Vous savez où ça se trouve? Bon, comment je peux dire ça? En zone urbaine, on ne travaille plus comme ça. Donc, on s'est mis tous ensemble, et maintenant, on fait les choses dans les règles de l'art, dans la durabilité de la vie. Pour conclure sur cette affaire, on a beaucoup de projets. On a la Y4. Ça fait environ 115 km. Le contournement de la ville d'Abidjan. Ça fait environ 115 km, la Y4. Il y a le BRT, que je viens de le dire. Je cite parce que, même si ce n'est pas nous qui développons, on fait ça ensemble. Donc, il y a la Y4, il y a le BRT, il y a le métro dont je viens de parler. Les plans de bain de détail que nous sommes en train de faire, parce que ça, il faut retenir. Il faut que les jeunes qui sont des jeunes étudiants retiennent que le lotissement ne fait pas la ville. Donc, nous, au ministère, ce sont les grands ensembles de développement. L'orientation sera sur les grands ensembles, et puis le lotissement va venir s'incruster, et aussi avec les plans de bain de détail pour bien mettre tout cela en machine. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Alors, parlons d'étalement urbain, qui est un des aspects d'ailleurs que le SDUGA a abordé. Il faut lutter contre l'étalement urbain. Qu'est-ce que c'est que l'étalement urbain? L'étalement urbain, c'est l'extension des superficies urbaines. Donc, quand la ville
grandit, elle bouffe sur quoi? Sur l'espace rural, au détriment de l'espace rural. Alors certains disent que oui, c'est à cause de phénomènes de logement pavillonnaire. Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout un phénomène qui n'est pas contrôlé. Et il est de moins en moins contrôlé que la ville se peuple. Donc ce sont des occupations hors périmètre de planification. Monsieur Alexandre a donné les différents documents de planification. Schéma directeur, plan d'urbanisme détail et ce qu'on appelait nous en Belgique le plan particulier d'aménagement, qui est encore quelque chose qui est avant les lotissements. C'est-à-dire c'est un peu le PLU, le plan local d'urbanisme en France. Mais en principe, si l'État était fort, si les gestionnaires de la politique urbaine ou ceux qui mettaient en œuvre la politique urbaine avaient les moyens, il ne devrait être construit il ne devrait avoir aucune occupation en dehors du périmètre du schéma directeur d'urbanisme. Puisque c'est ceux qui sont au sein du périmètre du schéma directeur d'urbanisme qui sont soumis aux procédures d'autorisation de construire. J'explique autrement. Si vous construisez aujourd'hui une résidence dans votre village, si vous êtes hors du périmètre du schéma directeur d'urbanisme, personne ne va aller vous dire où est votre autorisation de construire. Ça, c'est là aussi où il y a quelque chose à faire. Mais ici, en ville, à Abidjan, il y a des schémas directeurs, il y a des plans, peut-être pas beaucoup, mais d'urbanisme, presque de détails. Je ne parle pas de lotissement. Au-delà, il y a des personnes qui vont occuper des domaines hors périmètre urbain par anticipation à la croissance urbaine. Alors les stratégies en dessous sont importantes. Nous avons décrypté lors de nos recherches dans le temps. Certaines y vont, on dit toujours, oui, c'est vrai, c'est la démographie urbaine et la demande d'habitat qui est importante, qui fait que ces occupations sont faites hors planification. Mais nous disons, après avoir interrogé et enquêté sur beaucoup de cas, que ce sont aussi des stratégies de prédation foncière, c'est-à-dire des personnes qui vont anticiper sur la croissance urbaine pour cueillir les plus-values foncières qui vont venir avec l'apport des infrastructures et des équipements. Ça, c'est très important. Ce sont des stratégies d'enrichissement personnel. Et je pense que, qu'on soit architecte, qu'on soit urbaniste, il faut qu'on comprenne bien cela. Si l'État n'a pas les moyens de veiller à l'application de ces documents d'urbanisme, c'est ce qui va arriver, même au-delà du schéma directeur. À la fin de mon intervention, j'amorce quelques pistes pour contrer l'étalement urbain. Donc, comprenons que l'étalement urbain, c'est aussi une réalité de demande de sol urbain. Le sol disponible, vu donc le fait que c'est l'outil avec des grandes parcelles, 400 mètres carrés, 600 mètres carrés, 1000 mètres carrés et 2000 mètres carrés, parfois même 5000 mètres carrés, n'est pas suffisant pour tous les demandeurs, y compris ce qu'on appelle la tranche des 80%, c'est-à-dire les personnes les personnes à faible revenu. Les personnes à faible revenu sont plus nombreuses et de loin que les personnes qui ont les capacités de se construire une résidence en propre. Alors, ce phénomène est non contrôlé. Il repose, comme je l'ai dit, sur des acquisitions foncières anticipatives, sous seing privé, ou sur des squattérisations, c'est-à-dire des occupations de fortune. Et cela en vue donc de se positionner mieux dans les villes à venir. Écoutez, les exemples ne sont pas compliqués. Hein. Si vous prenez aujourd'hui Bingerville et Abidjan, c'est la même conurbation. Donc vous prenez Anyama, Abobo, ancien Abidjan, Bingerville et peut-être plus loin, ça devient une même tâche urbaine. Alors, ce phénomène, le deuxième point important, c'est que on ne sait pas pourquoi, il faut peut-être qu'on discute entre professionnels, avec les géomètres, les urbanistes, les opérateurs immobiliers. Il a été intégré par ces acteurs de l'urbanisation à travers, comme on disait, des lotissements
successifs, autonomes, sans relation les uns avec les autres, donc sans coordination, ni avec aucun schéma directeur. Pourquoi mon confrère Alexandre dit que le lotissement ne fait pas la ville? C'est parce que le lotissement, c'est quoi? C'est un simple découpage parcellaire. Et ce découpage parcellaire a simple fonction de logement, et de logement individuel en grand nombre. Mais la ville, ce n'est pas que le logement. Et même on dit, en tant qu'urbaniste, on dit habitat, logement plus équipement urbain et équipement de proximité. La ville, c'est dans le temps, donc ce n'est plus comme ça maintenant. Les fonctions urbaines essentielles, c'est bien sûr se loger, mais c'est aussi travailler, donc avoir des espaces de travail, se divertir, donc des espaces de loisirs, et reliant tout ça, se déplacer. Et donc le lotissement étant seulement réservé au logement, il ne peut pas créer la ville. Pour créer la ville, c'est tout un projet, comme il a dit, c'est une vision d'ensemble, c'est une étude globale. Donc, les urbanistes, les géomètres, les opérateurs immobiliers aggravent justement par leur action l'étalement urbain par le fait de lotissement sans voirie, sans assainissement, sans eau, sans électricité, sans éclairage public, ni télécommunications. Et encore moins les équipements urbains dits de proximité des quartiers ou les équipements plus importants de collectivité, par exemple, tout ce qui est hôpital, lycée, etc. Quelles sont les causes ou les moteurs du phénomène de l'étalement urbain? Je l'ai dit, la démographie urbaine, c'est-à-dire la croissance de la population urbaine qui se fait plus par apport de population, de peuplement du rural à l'urbain ou de migration même transfrontière. Mais en réalité, aucune politique ne peut freiner le peuplement urbain parce que la conception générale que la ville est un ascenseur social, c'est par là qu'on trouve des emplois. Tous ceux qui viennent, c'est un parcours d'espérance pour gagner un peu de revenus, en tout cas mieux que ceux qui gagnaient où ils étaient. Pourquoi il y a l'étalement urbain? C'est parce que la relation de cohérence entre démographie urbaine et planification urbanistique se trouve brisée. La consommation du sol urbain, plutôt que de suivre la planification urbaine, dévance les documents de planification. Alors, à quoi on assiste aujourd'hui? On fait des projets d'urbanisme sur des zones déjà occupées. En réalité, ça devait être le contraire. On prépare le sol à la consommation, c'est le fait de l'urbanisme, répartir les activités et les biens sur le sol avant d'affecter l'ouvrir au peuplement. C'est une question essentielle qui doit être résolue. Il faut faire en sorte que aujourd'hui la planification urbaine dévance l'occupation du sol. L'étalement urbain, c'est un phénomène vicieux aussi, parce qu'il est lent au début, mais après, il prend une croissance exponentielle. Si vous voyez que autour de la ville, quelques maisons s'installent, c'est à l'endroit de l'administration et des élus, il faut vite intervenir, parce qu'au bout de 5 ans, ce ne sera plus possible. L'exemple, on le voit en entrant à Abidjan par le nord, par l'autoroute. Ce beau site qui devait être la porte de la ville est devenu un quartier précaire. Et on l'a vu pendant, moi je vais souvent là-bas toutes les semaines, j'ai vu pendant presque 5 ans, j'ai dit ça, il faut que les gens interviennent, sinon, aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on fait? On est en train de mettre des voiries restructurées pour que les gens puissent au moins accéder à leurs parcelles. Mais ce n'était pas ça l'idée au départ. Une porte de ville doit être traitée de manière magistrale. Alors, comme autre cause de l'étalement urbain, je vais faire vite, hein, je vais poursuivre. C'est une cause que beaucoup de gens ne savent pas, c'est imputable aux architectes et aux urbanistes. C'est vrai, hein, je suis moi-même architecte et urbaniste. Mais souvenez-vous, quand nous on était étudiants, la charte d'Athènes. La charte d'Athènes, c'est
une sorte d'accord et de convention qui a été arrêté entre les urbanistes, les architectes, les ingénieurs de l'époque en 1933 à Athènes, sous la férule de Le Corbusier ou de Lucio Costa. Le Corbusier, c'est l'architecte, l'urbaniste de Chandigarh en Inde, et Lucio Costa, c'est Brasilia au Brésil, avec Oscar Niemeyer. La charte d'Athènes avait défini les 4 fonctions essentielles d'une ville. C'est très, très cohérent. Hein? La ville, c'est un espace où on travaille, où on habite, où on se distrait, où on se déplace. C'est les 4 fonctions. Travailler, se loger, se récréer et se déplacer. Qu'est-ce qui est arrivé? Automatiquement, ces fonctions ont été transcrites dans les projets d'aménagement en zones. C'est ce qu'on appelle les plans de zonage ou les plans de zoning. Zone de travail, que ce soit administratif, le plateau par exemple, c'est une zone de travail. Zone d'habitat ou de logement. Hein? 220 logements, Yamé, Cocody, Trècheville, ce sont des zones de logement. Zone de loisirs. Écoutez, le stade Géo-André, qui est devenu le stade Houphouët-Boigny. Le stade Houphouët-Boigny, à la place, il y avait un stade qui s'appelait Géo-André. Il était isolé de toutes les zones d'habitat. On marchait d'Agamé, de Trècheville pour aller à ce stade. Aujourd'hui, il est intégré dans la ville, mais c'était isolé. Vous prenez le stade de Bimpé, il est à combien de kilomètres d'Abidjan? Donc, cette charte a aiguillonné les aménagements de type quartier d'affaires, quartier, zone industrielle, etc. Mais entre les interstices des quartiers, il fallait des voies, donc il fallait des automobiles. Donc l'étalement urbain est la conséquence de tout cela. L'automobile, dont l'usage était devenu obligatoire à cause d'une planification urbaine peu dense et éclatée, a ensuite servi à aller plus loin que le périmètre urbain et à occuper des espaces dans les zones non planifiées. Donc, la faible densité d'occupation est aussi la cause de l'étalement urbain. L'étalement urbain est une conséquence donc des pratiques d'urbanisme des années passées. Voilà, alors, quelques actions pour prendre en charge l'étalement urbain, essayer de le limiter. D'abord, le docteur Ataï l'a dit dans le STUGA, il y a d'abord, à la base de tout, un équilibre à établir. Un équilibre, c'est le rapport optimum entre population et territoire, ce qu'on appelle la densité. La densité urbaine, c'est-à-dire le nombre moyen d'habitants par hectare en ville. C'est une donnée régulatrice. Elle peut réguler la planification urbaine. Elle est en relation directe avec l'économie urbaine, donc la capacité à absorber des emplois. Et elle est aussi impactée par les modes d'habiter, le fait culturel. Donc, nous devons, lorsque nous planifions une ville nouvelle, mettre en rapport la superficie disponible au niveau foncier et le nombre d'habitants attendus. C'est ce qui a été fait pour les villes nouvelles de Louvain-la-Neuve, où moi j'ai fait toutes mes études en Belgique. Deuxième action possible, c'est, bon, le docteur Ataï a parlé de la ceinture verte. Effectivement, je comprends pourquoi il y a une discussion sur le terme ceinture verte. Une ceinture verte, c'est une ceinture qui freine l'extension urbaine, qu'on ne peut pas outrepasser. On ne peut pas aller au-delà de la ceinture verte pour continuer la ville, sinon ça devient un parc urbain. Donc, la technique de la ceinture verte, et là on peut planter des arbres, ça peut être un parc naturel, mais on peut aussi en planter, peut limiter la croissance urbaine de manière irréversible. Bon, l'exemple de Banco ici n'est pas le bon exemple, parce que le Banco a été érodé par les trucs de Yopougon et le plateau de Cuy. Le Banco est réduit, la forêt du Banco est réduite à sa portion congrue. Mais je pense que c'est une bonne idée et ça se fait d'ailleurs dans quelques pays nord-africains comme le Maroc. Alors,
je voulais parler aussi des compétences dont ont besoin les architectes, les urbanistes pour faire face à cela, mais je vais aller plus vite. Il faut que nous, professionnels, maintenant, nous nous mettions en face de ce problème. Il n'y a pas que l'administration ou les élus qui vont le régler. Il faut que nous renforcions notre connaissance d'abord sur ces questions de ville durable. On a quelques éléments qu'on a donnés ici. Pour planifier, il faut aussi qu'on puisse renforcer nos connaissances sur les questions d'énergie, économie d'énergie, transition énergétique. Les bâtiments à basse consommation sont déjà connus, ainsi que les bâtiments à énergie positive. Nous devons transférer toutes ces connaissances dans notre zone ici et effectivement réfléchir sur les villes dites connectées, smart city, smart building, qui sont les éléments pour le futur architecte, le futur urbaniste, qui sont indispensables. Et l'école d'architecture d'Abidjan va ouvrir des formations spécialisées sur cette question. Merci. Merci, docteur. Nous retiendrons que l'État doit se donner les moyens de veiller à l'application de ces documents d'urbanisme afin d'éviter l'étalement urbain. L'étalement urbain se fait au détriment des zones rurales et des espaces protégés. Et donc j'invite le docteur Laurence à venir nous instruire sur la protection des zones périurbaines. Je vous remercie pour la protection de l'environnement par des zones rurales. C'est une préoccupation pour les chercheurs, les scientifiques, parce qu'on s'est rendu compte que pour l'étalement de la ville, on est en train de détruire tout ce qui est biodiversité. Je donne un exemple précis. Vous savez qu'au niveau de l'université de Cocody, il y avait un éminent chercheur qui était le professeur Ake Assi, qui était un spécialiste dans tout ce qui est floristique. On a eu la chance où il a fait un inventaire de la flore au niveau de la Côte d'Ivoire. Et on se rend compte qu'il y a des disparitions des espèces très, très, très importantes. Parce que pour l'étalement des villes, automatiquement, on détruit tout. On détruit tout. Or, en fait, on détruit des espèces végétales très importantes qui sont vraiment des espèces même médicinales. Aujourd'hui, on parle de Covid. Il se trouve qu'au niveau de l'université de Cocody, le professeur Ake Assi a pris soin de cultiver toutes les espèces florales qu'il connaissait, qui étaient des plantes médicinales. Il y a une plante médicinale qui est scientifique aujourd'hui, qui a des vertus thérapeutiques par rapport au Covid et qui est en train d'être reconnue mondialement pour sortir les premiers médicaments et qui pousse en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, elle est pratiquement en voie de disparition. Donc vous vous rendez compte que peut-être cette plante poussait un peu ça et là au niveau de la ville d'Abidjan et par rapport à l'étalement de la ville, elle est pratiquement en voie de disparition. Et ça, c'est un problème très criard et très difficile parce que c'est vrai qu'il y a les urbanistes, mais ils ne tiennent pas compte. Quand ils font les inventaires, quand on fait l'étude d'impact environnemental, ils disent oui, qu'on retrouve très peu de végétation, qu'on peut étendre la ville et on se rend compte qu'au niveau de la ville d'Abidjan, on est en train de détruire tout ce qui est espace vert, tout ce qui nous permet de vraiment régénérer l'air, parce qu'on parle des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on parle du changement climatique. Et c'est une problématique. Et je pense qu'il faut revoir, parce que je pense que c'est vrai qu'on veut développer la ville, mais je pense qu'il faut revoir les concepts et puis les adapter aux réalités africaines. Parce que je pense qu'on a encore le poumon du monde et qu'il faut qu'on revoie un peu ce problème d'urbanisme et de revoir ces villes qu'on est en train d'étaler. Donc c'est de façon substante que j'essaie de répondre à votre préoccupation. Merci. Merci, docteur. Je vais inviter maintenant le confrère Francis Sosa pour nous parler du patrimoine urbain de la ville d'Abidjan. Une ville se construit à partir de son patrimoine et donc c'est à partir de ce patrimoine qu'il faut projeter la ville. Alors, rapidement, une petite définition sur le patrimoine. On connaît ces définitions du dictionnaire et de Google. Moi, j'en ai fait une qui est très simple. Le patrimoine, ce n'est rien d'autre que le fait de reconnaître et d'apprécier ce qu'on a chez soi afin de l'entretenir, de le valoriser. Nous avons, comme il m'a été donné, 10 minutes pour examiner la notion de patrimoine. Nous allons le visualiser avec deux exemples, l'un en milieu rural et l'autre en milieu urbain. En milieu rural, on parlera du Toguna et en milieu urbain, on parlera de la pyramide. La démarche que je choisis,
c'est d'appréhender, reconnaître, apprécier, décrypter, respecter, comprendre, enseigner, communiquer, conserver et utiliser d'une manière durable tout objet élaboré par soi-même ou par les siens. C'est cette reconnaissance que nous n'avons pas qui nous amène effectivement à dégrader finalement ce que nous avons de propre. Je vous fais voyager, je vous amène au pays d'Ogon, chez les Malinké, où voilà un bâtiment qui est fait avec ce qu'ils ont autour d'eux, avec une technicité sans pareil. Vous voyez cette case sur la photo en haut à droite, qui était un espace donc de vie, un espace public, où se tient les réunions. Mais l'arbre est construit de telle manière que les adultes ne peuvent pas se tenir debout. Ils sont obligés d'aller toujours la tête baissée et ils ne peuvent pas également, lors des rencontres, se lever brutalement pour pouvoir quitter la salle. Donc il y a un respect du lieu qui est là. Seuls les enfants peuvent se promener en dessous. Alors ce bâtiment est construit d'une manière magistrale. Il est construit un peu comme le pont de Liane, on le dit ici dans la région de Mans. Chacun va fabriquer son élément chez lui. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la construction hors site. Et on va se donner rendez-vous à un jour bien précis pour pouvoir monter ce bâtiment. Il n'y a aucun appareillage, il n'y a aucune ligature, il n'y a aucune vis, aucun clou, etc. Tout ça, ça tient d'une manière statique. C'est la loi de l'équilibre et des masses qui est mise en place. Voilà, c'est ce respect, cette connaissance qu'il faudrait désormais mettre en exergue pour pouvoir appréhender notre espace. On va continuer. Prochaine image. Alors, on parle ici de sauver la pyramide. Voilà un bâtiment qui ressemblerait, je dirais, en tout point au Toguna qu'on vient de voir. Vous voyez, c'est un bâtiment passif. Il n'y a que des brise-soleil, quelle que soit l'orientation du bâtiment. Et ce bâtiment a été construit dans les années 72-75 et l'emblème, c'est vraiment est le bâtiment qui représentait le boom économique ivoirien. Alors, ce bâtiment aujourd'hui, depuis 20 ans, est là, il est inoccupé et il part à la dérive. Alors, c'est la Côte d'Ivoire, ce carrefour économique et culturel de l'Afrique de l'Ouest qui est en train de mourir. C'est l'expression d'un grand peuple africain qui est en train de se perdre. Et alors, je pousse un cri de cœur et je dis, venez pour qu'on sauve cette pyramide. Alors, la pyramide, en quelques mots, ça a été construit en 1973 par Rinaldo Oliveri. Il n'est plus aujourd'hui, paix à son âme. Il était architecte et scénographe. Il habitait Venise, enfin Vérone, c'est une ville qui est à 2 pas de Venise. Le bâtiment fait 63 mètres de hauteur, 15 étages, 3 niveaux de sous-sol. Et c'est localisé, bien entendu, au plateau, au carrefour de l'avenue Franchet d'Espéré, prochaine image, s'il vous plaît, et du boulevard Baudroussel. Voilà le bâtiment dans quel état il est. Alors, il faut le classer, ce bâtiment. Ce bâtiment fait partie d'une écriture qu'on appelle le brutalisme. Le brutalisme, au XXe siècle, est également cette écriture qui a dessiné l'UNESCO. Par exemple, le bâtiment de l'UNESCO a été réalisé par Marcel Brouwer et ce bâtiment est classé. Le Corbusier également a participé à cette démarche de béton brut de décoffrage que tout le monde connaît comme étant sa marque de fabrique, et d'autres architectes également ont utilisé cette même écriture. La plupart de ces architectes aujourd'hui sont au panthéon donc du métier. Prochaine image, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on demanderait, c'est ce bâtiment qui a une valeur donc non seulement d'être élevé au patrimoine ivoirien, mais également de le pousser jusqu'à un patrimoine mondial. Pourquoi pas? Alors, continuons. Alors, protection du patrimoine. Alors, pour la protection du patrimoine, il faut évoquer pas mal de choses. Voilà. Il faut évoquer pas mal de choses. Il faut apporter un témoignage unique. Il faut apporter également pas mal d'éléments, alors que j'ai énuméré ici. Mais à chaque élément demandé, la pyramide répond.
On prend par exemple le premier cas qui apporte un témoignage unique, au moins exceptionnel, sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue. La pyramide du plateau remplit à merveille ce critère par sa singularité, son caractère intemporel, et rompt avec la tyrannie des lignes droites du plateau et nous fait voyager dans le temps et dans l'espace et nous ramène au symbole antique africain. Effectivement, la pyramide, c'est la signature de l'Afrique. Paraît-il que s'il n'y avait pas de pyramide en Afrique, l'Afrique serait rayée culturellement de la carte du monde, n'est-ce pas? Voilà. Donc il y a d'autres points, je ne veux pas vous m'étaler sur ces différents points qui amènent. Il faut un seul point pour pouvoir être classé. La pyramide en respecte 3 sur 6. Alors, le premier acte qui a été fait, il faut saluer, donc le gouvernement a déjà retourné la pyramide dans le domaine de l'État. C'est une action qui a été faite il n'y a pas longtemps. Le deuxième acte, ce serait d'inscrire cet édifice au patrimoine national, un acte de reconnaissance. Et le troisième acte, qui serait de restaurer cette pyramide dans les règles de l'art, de réhabiliter cette pyramide en musée de la civilisation afin d'agrandir la capacité actuelle du musée et d'accueillir le retour des biens culturels. Il faut savoir, entre autres, que nous avons 20 000 pièces d'art disséminées dans le monde entier qui sont prêts à rentrer en Côte d'Ivoire, mais nous n'avons aucune structure pour pouvoir l'accueillir. Alors, on ferait donc un double acte, un acte de sauvegarde et un acte également de conservation en préservant la pyramide. Prochaine image. L'avenir de la pyramide. Investir et restaurer le patrimoine du XXe siècle, réhabiliter un édifice culturel et touristique, le musée des civilisations, revitaliser le carrefour économique et culturel d'Abidjan, réunir les biens culturels dans un lieu unique. Abidjan est le cœur de l'art contemporain en pleine effervescence, comme on le voit. La Côte d'Ivoire a obtenu le rapatriement de nombreuses œuvres, plus de 20 000 œuvres répertoriées disponibles pour ce projet. Ensemble, je dis donc, sauvons la pyramide, ensemble, sauvons nos biens culturels. Merci, chers confrères. Je retiens un seul mot, sauvons la pyramide, sauvons notre patrimoine culturel. Et donc, du patrimoine à la vie durable, je franchis le pas sans transition et j'invite le docteur Mbra Nguessan à cette table pour nous parler de ville durable. Je vais donc commencer d'entrée de jeu à présenter brièvement quelques définitions. Comme l'a dit mon prédécesseur, il existe multiples définitions, surtout quand on va sur les liens et les sites comme Google, on peut en trouver. Mais d'abord, le développement durable est l'idée que les communautés humaines que nous sommes, nous devons vivre aujourd'hui et demain, et nous devons satisfaire tous nos besoins sans compromettre les besoins des générations futures en termes de ressources naturelles. Donc, en plantant ce décor, on veut, comme la bonne ménagère, faire en sorte que tout le long de l'année, on ait suffisamment de grains à moudre pour nous occuper de notre famille. Et notre famille ici, c'est la planète. Contrairement au développement économique exclusif qui a été la théorie économique qui a prévalu pendant des siècles ou pendant des dizaines d'années, le développement durable est un développement qui prend en compte 3 dimensions. Et plus tard, avec la notion que Francis vient de développer, on rajouterait la dimension culturelle, qui est la 4e. Je rappelle donc les 3 dimensions que nos étudiants connaissent très bien quand on discute avec eux. C'est la dimension économique. Il faut que la ville, il faut que notre communauté humaine apporte l'occasion de nous développer économiquement en créant de la richesse, en créant des emplois. Mais également, il faut travailler à préserver l'environnement dans lequel nous vivons, parce que cet environnement nous nourrit grâce aux ressources naturelles et il faut le préserver. Mais la dimension la plus importante, étant donné que l'homme est au centre du développement, au centre de gravité de notre humanité, c'est la dimension sociale. Faire en sorte que toutes les retombées de notre développement puissent profiter aux hommes par leur participation à la définition du cadre. Donc les 3 piliers sont utilisés de manière à ce que, quand on parle de développement durable, c'est la confluence ou disons l'intersection de ces 3 notions. Faire en sorte qu'on respecte la dimension économique, la dimension sociale, la dimension environnementale. Donc on a eu déjà quelques présentations. Maintenant, la ville durable. C'est une expression qui, de plus en plus, est utilisée pour désigner une unité urbaine qui respecte donc ces 3 principes que je viens d'évoquer en matière d'urbanisme, en matière d'aménagement, et qui prend en compte simultanément ces 3 notions-là.
Quand vous voulez l'illustrer pour les professionnels, souvent, on parle donc de construction HQE. On parle de mode de transport sobre en carbone. On parle de bâtiments écologiques, économes en énergie. On parle d'efficience dans la gestion des ressources qui entrent en ligne de compte dans la gestion des villes. Donc, à cela, je peux donc indiquer l'énergie est une ressource importante, mais il n'y a pas que l'énergie aujourd'hui. On se rend compte de plus en plus pour les villes que la notion de l'eau est importante. L'eau qu'à Abidjan nous buvons vient essentiellement de Bonois. Donc, s'il faut aller très loin, ça peut poser des problèmes. Le territoire dans lequel j'ai immigré, c'est que le Québec possède pratiquement, ou le Canada possède pratiquement 16% de l'eau douce au niveau mondial. Et le Québec est un réservoir important qui donne des appétits à son voisin américain, puisqu'ils font frontière avec le Maine, à vouloir mettre la main sur les ressources en eau de la petite province. La terre est une ressource naturelle importante, parce qu'il n'y a pas d'aménagement s'il n'y a pas de foncier, s'il n'y a pas de sol qui a été, bien entendu, organisé de manière judicieuse pour répondre aux besoins. Mais lorsque nous bâtissons, tout acte que nous posons, même pour cuire notre aliment, nous rejetons des gaz à effet de serre. Donc la dimension de l'air devient également importante dans la notion de développement durable, de la ville durable. Donc là, on revient encore à des notions très chères à Francis Sosa dans ses premiers cours il y a quelques années, où il disait les 4 éléments. On retrouve le feu, l'énergie, l'eau, la terre et l'air. Donc vous ne pouvez pas imaginer une ville durable, une ville qui respecte les dimensions du développement durable sans prendre en compte ces questions d'efficience des ressources lorsque vous l'aménagez. Donc, le premier orateur principal a campé les décors en disant on va illustrer les villes durables le plus souvent par la notion d'éco-ville ou d'éco-quartier, cherchant à minimiser l'empreinte carbone de cette ville en question. Et quand nous allons bâtir une route, nous allons choisir le tracé le plus intéressant pour avoir l'empreinte carbone le moindre, sans impacter sur la biodiversité qui peut exister. Quelquefois, on a créé des passerelles pour que des grenouilles puissent migrer. Et le président, dans son discours d'ouverture, le vice-président, a indiqué le rôle essentiel d'une plante qui, elle, va impacter la vie d'un papillon qui, également, dans la chaîne, va jouer un rôle essentiel. Donc, c'est un peu comme en mathématiques, on parle du battement de l'aile du papillon qui peut changer, provoquer des tornades, etc. La gouvernance de ces villes durables, qu'est-ce qu'on peut en dire? Si on parle de villes durables, si on parle de développement durable, c'est qu'on va définir une notion de gouvernance qui tient compte de ces enjeux. Et parmi ces enjeux, je peux citer la notion de changement climatique. On a évoqué les inondations. On a évoqué la question de l'énergie. Il y a 2 jours, lorsque les compagnies d'électricité n'arrivaient pas à nous fournir de l'énergie, nous avons vu comment nos comportements ont changé. Il y a également la gestion des déchets, dont Madame a essayé de brosser, même le président et le premier conférencier a parlé. La notion de gestion des déchets rentre dans la gouvernance de la ville. À l'époque, j'étais jeune sous-directeur de l'environnement, ou directeur de l'environnement, on me disait, les ordures, c'est de l'or qui dure. Et ça venait de la bouche des maires, qui voulaient juste caricaturer pour que vous compreniez l'importance des ordures ménagères. La façon dont on la gère, on peut la transformer en une richesse. Richesse énergétique, richesse en matériaux qu'on peut réutiliser pour l'agriculture urbaine. Les transports sobres, on parlait également de mobilité. Lors de la préparation du sommet avorté France-Afrique-France ou France-Afrique, on a mis cette question de la mobilité urbaine au centre. Il y a une belle étude très récente de la Banque mondiale à Abidjan qui montre qu'on peut perdre jusqu'à 1% de notre PIB, de notre richesse, donc la ville, donc notre employabilité, si on ne fait pas attention à la question de la mobilité urbaine. D'où la notion de projets qui ont été définis pour parler effectivement de ces questions de smart cities qui mettent l'accent essentiellement sur cette question-là. Mais je voudrais aussi que les bâtisseurs comprennent qu'on a beau parler de tout cela, les 4 mots-clés qu'on doit retenir pour l'aménagement urbain durable, c'est d'abord l'eau, l'énergie, l'air, le sol, le foncier, la biodiversité. Si dans un projet, vous arrivez à respecter ces 4 entités importantes, vous êtes capable donc de sauver. Et moi, j'ai demandé à ce qu'on puisse faire venir le professeur Sosa et Ferdinand Sekongo, parce que la dimension culturelle est hyper importante également. À la fin de la journée, ce qui reste des civilisations, c'est le trace sur ce côté-là. Donc, je voulais dire qu'il y a un lien évident entre ville et développement durable. Le monde est de plus en plus urbanisé,
Depuis une dizaine d'années, nous sommes passés d'un équilibre de plus de 50% de villes qui sont urbanisées et la proportion va augmenter jusqu'à 60% de villes comparées aux campagnes. Et la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette règle-là. Si les villes et les zones métropolitaines sont des pôles de croissance économique, elles contribuent également à près de 60% de notre produit intérieur brut, donc à la création des emplois. Parce que s'il n'y a pas d'emploi, personne ne restera en ville. Donc la ville est un élément clé qui fabrique la richesse, qui fabrique le bien-être. Cependant, les villes représentent aussi, selon nos petites recherches, près de 70% des émissions de ce qu'on appelle de carbone, pour simplifier, et près de 60% de l'utilisation des ressources. On gaspille. Dans certaines villes, quand vous allez dans un hôtel, quand un architecte calcule le ratio d'eau à utiliser par rapport au niveau de luxe, on parle de 200 litres par jour et par personne. Et quelquefois, on est en train d'inventer maintenant les toilettes sèches, etc., où on a des réducteurs de débit qui vont aller jusqu'à 5 litres peut-être par jour et par personne. Donc, ces notions-là sont très importantes. L'utilisation des ressources est un élément important. Il faut absolument concilier donc la ville et les exigences du développement durable. Et c'est là, les Nations Unies ont tracé déjà depuis plus de 20 ans le chemin à travers l'objectif de développement numéro 11. Faire en sorte que nos villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Je fais un clin d'œil à Dr Nda qui disait « Nous avons fini notre test d'entrée et nous avons une personne à mobilité réduite. Il faut donc s'adapter. Donc il faut que la ville soit ouverte à tous. Et cela passe aussi par les personnes qui ont un certain nombre de handicaps qu'il faut intégrer dans l'aménagement de la ville. Le dernier slide sur lequel je voulais insister, c'est un schéma très simple où on pose les problèmes. Les problèmes identifiés pour que le lien entre ville et développement durable se fasse de manière très claire, c'est aujourd'hui, vu la situation de notre pays, on veut tout rendre dans notre contexte, c'est le changement climatique qui s'accélère et qui impacte les grandes villes comme Abidjan, comme San Pedro, comme Bassam. Ce sont les ressources énergétiques traditionnelles qui s'amenuisent. Et quand je dis énergétique, permettez-moi le jeu de mots, ce n'est pas seulement l'énergie électrique, c'est toutes les formes d'énergie, la biomasse énergie, c'est l'eau que nous consommons. Donc toutes ces ressources dites naturelles s'amenuisent. Pour des populations de 6 à 8 millions d'habitants comme Abidjan, nous sommes devenus des ogres. On ne peut pas vivre sans l'interland, sans la base arrière. Et on consomme beaucoup de ressources. Les problèmes économiques et environnementaux que nous avons évoqués ont des retombées importantes sur les populations, donc au niveau social. On ne peut pas régler la problématique de l'accès aux services sociaux de base, santé, etc., dans le contexte de la Covid, si dans l'aménagement de la ville, on ne prévoit pas un minimum. Donc quand dans l'urgence, nous avons bâti des centres pour pouvoir faire des tests, regardez ce qui s'est passé à l'intérieur du pays. On n'a même pas pu faire un petit camp pour pouvoir tester nos parents. Ce qui fait que nos statistiques nationales en la matière sont un peu biaisées. Donc il faut faire en sorte que les retombées de notre développement économique et de nos problèmes environnementaux soient également perçus et pris en compte à tous les échelons. Donc il existe une forte demande de participation citoyenne. Pour moi, c'est ça le plus important. Si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons amener les citoyens à donner son avis sur la façon dont on aménage là où ils habitent. Là où votre tête se repose, vous avez votre mot à dire. Là où vous devez circuler pour aller profiter des 4 dimensions que vous avez évoquées, il faut avoir son mot à dire. Et un objectif général qui est important à garder en mémoire, c'est mettre en œuvre des politiques de développement durable. Quand je le dis, c'est parce que je fais un parapluie atomique, mais en dessous du parapluie atomique, il existe donc la notion d'aménagement urbain durable, de construction durable et de tout ce que vous pouvez imaginer, écologique, etc. Les hypothèses, une hypothèse fondamentale avant ma conclusion, il est possible de mettre en œuvre des politiques de développement durable tenant compte des 3 piliers et faisant la part belle aux citoyens. La ville est un niveau d'action efficace et pertinent pour le développement durable et la participation du citoyen. Donc il faut absolument définir des objectifs très clairs et ça je pense que l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire peut y contribuer par son rôle essentiel auprès du ministère de la Construction du gouvernement pour agir en faveur d'un environnement sain et durable, encourager le développement économique par la création de richesses, des emplois, mettre en œuvre une justice sociale, créer un développement qui répond aux aspirations de tous les citoyens sans exception, en particulier de ceux qui ont besoin de prendre la parole aujourd'hui, les femmes, les jeunes et les handicapés.
Pour finir, je dirais que vérifier si les actions menées par la ville correspondent aux objectifs identifiés est un élément clé. C'est pour cela qu'en tant qu'ordre, on peut mettre aussi en place un système de monitoring, d'avoir des indicateurs pour vérifier si ce que nous faisons au quotidien impacte. En tant qu'établissement d'enseignement, de renforcement de capacité, je voulais dire simplement que j'ai 2 petites notes à ajouter. Renforcer les capacités des acteurs de la ville devient donc essentiel si nous voulons un tel dialogue. Il faut dérouler donc une série de formations des professionnels, de forums d'échange pour ajouter des compétences spécifiques à la problématique de la construction et de l'aménagement urbain durable. Il faut développer des outils, les partager, les rendre démocratiques pour permettre de relier le développement de la ville du futur que nous souhaitons tous en Côte d'Ivoire avec la prise en compte de la gestion durable des ressources, eau, énergie, déchets, terre, construction, air. Je vous remercie. Je voulais féliciter tous les panélistes qui sont des personnes reconnues quand même en Côte d'Ivoire, qui ne nous ont pas déçus. Mais moi, j'ai pris beaucoup de notes, parce que j'ai peur de la théorie que vous avez développée. Parce qu'en réalité, rien ne se passe sur le terrain. Moi, je suis un exemple vivant de l'étalement urbain. Depuis le 11 mai 2021, j'ai déménagé dans ma résidence de retraite en pensant être à l'aise. Je suis à l'aise dans la maison, mais je ne suis pas à l'aise dans la ville. Je suis à Bingerville. Et à Bingerville, depuis l'arrivée du boulevard Mitterrand, qui est devenu l'axe central, traverse la ville de Bingerville, arrivé à des ramifications qui vont vers les villages. En arrière-plan, des opérations se développent d'une manière anarchique. Et ce taxe-là a encouragé les propriétaires à déménager rapidement. Il y a l'axe qui va à Eloka, qui est en train de traîner un habitat. Et c'est en train de devenir une voie commerciale, parce que les gens ont commencé à construire des boutiques. Oh, c'est une voie rapide, hein. Elle fonctionne comme une voie nationale. Celle qui va à Mbato-Boaké, même chose. Celle qui va à Aguin Village, voilà, une habitante d'Aguin Village. Mais allez voir. Mais tout ce que vous avez dit, mais je ne vois rien. La ville se meurt, l'étalement urbain est désordonné et les opérations immobilières ne répondent à rien. Parce que les citoyens, comme même en Europe, hein, chacun a envie d'avoir une maison individuelle. Mais est-ce que nous allons continuer avec ça? Docteur Ataï a parlé un peu de 220 et il n'est pas allé en profondeur. 220, anciens Cocody, mais c'était des quartiers où la mixité urbaine était respectée. Au 220, il y a la mixité générationnelle. Vous allez parler de ça un peu. Il y a la cité universitaire, il y a les blocs célibataires, il y a des maisons de 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces et autres. Tout le monde habite là. Et il y a la mixité fonctionnelle. Il y a un petit marché, il y a des petites boutiques, il y a un coin de sport, il y a des écoles. Mais c'est un quartier vivant. À Cocody ici, c'est pareil. Et toutes les mixités étaient respectées. Il faut qu'on se réveille. Et je voulais saluer Dr Nda qui a parlé Le Corbusier en 1933. Mais ce sont les architectes du monde et les architectes qui ont réfléchi. À un moment donné, ils ont vu que les villes sont en train de mourir, que ce soit aux États-Unis, partout. Et ils sont réunis à Athènes pour repenser la problématique dont on parle là. Mais je vous dis, si on reste dans la théorie, on ne va pas avancer. Je voulais dire à Sosa aussi, il a abordé le patrimoine, on modifie des bâtiments d'une architecture vraiment typée, comme on veut. Même la pyramide, demain quand ils vont la réhabiliter, on ne sait pas si elle sera la même chose. Donc il faut qu'on aille à la protection de notre patrimoine. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Et je voulais vraiment vous remercier. Et je voulais dire aux enfants qui sont derrière, on compte sur vous. Hein. Voilà.
Je vous remercie. La ville d'Abidjan a connu un développement urbain important ces dernières décennies. Ce développement a donné lieu à des défis majeurs qui, loin de constituer un handicap, doivent être une occasion de construire une ville inclusive, intelligente, résiliente et durable. Ce processus nécessite des efforts de coordination des politiques et des choix d'investissement judicieux. Les autorités nationales et locales doivent anticiper sur le développement de la ville d'Abidjan, réglementer l'occupation du sol et prendre des mesures rigoureuses pour améliorer la qualité urbaine et créer des opportunités pour tous. C'est sur ces quelques mots que je vous dis merci de votre patience et de votre intérêt. Je remercie également les panélistes qui nous ont fait l'honneur de participer à cette conférence. Merci à vous.